Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous emmène en 1989-1990. Qui dit 1989 dit la chute du mur de Berlin. Un chambardement géopolitique majeur, un nouveau monde qui va naître à partir de cette date. Et en Haïti, il y a des enjeux aussi qui se jouent et vous allez voir qu'Haïti va entrer dans l'histoire à partir de 1990. As a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ces images sont d'une grande notoriété. Les premières viennent du discours Ich bin ein Berliner de John Fitzgerald Kennedy. Un discours mémorable prononcé le 26 juin 1963 à la porte de Brandebourg. Les secondes sont de Ronald Reagan, également prononcées à la porte de Brandebourg, le 12 juin 1987. Et dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, devant les caméras du monde entier, les Allemands font tomber le mur de Berlin, qui depuis le 13 août 1961 divise le continent européen en deux blocs idéologiquement inconciliables. Un nouveau monde est né pour nous et pour les autres. Ce chambardement géopolitique, le plus conséquent du XXe siècle, inspire les théoriciens des relations internationales. C'est le cas de Francis Fukuyama, qui proclame la fin des luttes idéologiques, d'abord dans un article avant même la chute du mur de Berlin, et ensuite dans son ouvrage « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Inspiré de la théorie du philosophe Friedrich Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit de 1807, Francis Fukuyama prédit le triomphe de la démocratie dans le monde. Donc le monde arrive à sa maturité idéologique. Un triomphe accompagné d'une nouvelle ère de paix rendue possible par le rayonnement du libéralisme. Un monde sans guerre et sans catastrophe, un monde sans histoire donc. Si Hegel estimait, avec la victoire de Napoléon à la bataille de Iéna en 1806, qu'on assistait à la fin des idéaux révolutionnaires en Europe, Karl Marx pensera que la fin de l'histoire arriverait avec l'abolition pure et simple du système capitaliste. Fukuyama reprend ses idées avec assurance, mais cette fois avec le triomphe du capitalisme et de son libéralisme. En effet, il publie La fin de l'histoire et le dernier homme, paru en France chez Flammarion en 1992. Le capitalisme et son pendant le libéralisme sont victorieux par chaos, dans cette bataille qu'il livrait au communisme depuis la révolution bolchevique d'octobre 1917. Désormais, partout sur cette terre, c'est une économie de marché qu'on appliquera, sous peine d'être moralement condamné. Nous sommes bel et bien dans l'idée de l'État universel et homogène. De la dictature du prolétariat, on passe à l'incontestabilité du libéralisme. À peine acceptera-t-on d'aménager le libéralisme afin de le rendre plus humain, moins sauvage. On parle alors de libéralisme social ou de libéralisme à visage humain, sans aucune crainte de commettre un oxymore. C'est le compromis post-communiste, garde-fou de la paix sociale. Mais au contraire, disent d'autres, nous venons de basculer dans le postmodernisme et l'urgence de la société sans croissance. Les questions écologiques prennent leur place dans le débat politique, aux côtés des préoccupations économiques, politiques et sociales. Quelques années plus tard, Samuel P. Huntington viendra même mettre les questions civilisationnelles, culturelles et religieuses dans le débat des relations internationales, par sa théorie du choc des civilisations
énoncé en 1996. Selon lui, les blocs civilisationnels vont s'affronter dans un monde nécessairement multipolaire. Mais en Haïti, en ce début des années 90, il y a un mouvement qui gagne du terrain. Il est né en Amérique du Sud, il a déjà fait des morts en Amérique centrale, il a déjà fait des morts en Haïti, mais va-t-il pouvoir faire avancer la lutte sociale? Il s'appelle la théologie de la libération. Devant la gravité de la situation et dans le but de sauver le pays de l'anarchie et du chaos, je me vois contraint d'accepter la présidence du gouvernement militaire. La fin de l'histoire n'est autre qu'une apologie du modèle américain. Une réalité qui souffre de deux réactions contradictoires, adoption et répulsion. On retrouvera ces deux réactions en Haïti à tous les instants. La mort du communisme et la naissance du paradigme de la fin de l'histoire trouvent pourtant Haïti dans une grande instabilité. En effet, quelques mois à peine après avoir été élu président, à la suite d'une élection à laquelle peu d'Haïtiens ont participé, Leslie Maniga est à son tour renversé le 19 juin 1988 lors d'un coup d'État fomenté par le commandant en chef des forces armées d'Haïti, le général Henri Namphy. Mais ce dernier est renversé à son tour par une junte qui lui succède le 17 septembre de la même année. Le mouvement apparaît comme une réaction aux atrocités commises par les duvaliéristes et les militaires de la vieille garde. Il est d'ailleurs présenté comme un mouvement salvateur, presque démocratique, impulsé par la base, dirigé par les petits soldats. Les soldats et les sous-officiers de la garde présidentielle qui énumèrent tous leurs griefs contre le général Henri Namphy et annoncent qu'ils ont nommé le général Prosper Avril président du pays. Sauf que Prosper Avril, en plus d'être un génie du complot, est un vieux duvalieriste qui ne porte pas son nom et qui a été dans toutes les entreprises de répression durant la dictature de Duvalier et après sa chute. Son coup politique est de faire croire à l'opinion publique qu'il est le choix des petits soldats, surtout du sergent Joseph Hébreu, présenté comme la tête pensante du mouvement. Mais surtout, le général Avril, qui a fait le nettoyage autour du pouvoir grâce à l'opiniâtreté des soldats et des sous-officiers, fait croire à une nouvelle ère démocratique. Il rétablit la Constitution de 1987, commande un nouveau conseil électoral pour février 1989, et un peu comme Khrouchtchev après la mort de Staline, il procède à la dénanfisation de la politique haïtienne. Mes chers compatriotes, peuple haïtien, aujourd'hui, je n'ai pu déceler dans un examen méticuleux de la situation aucun signe qui pourrait m'encourager à espérer que ce cauchemar de sang serait évité à mon peuple. C'est pourquoi, désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. En Haïti, 1989 est une année importante. Le pays est en effet dans un ultime tournant. Voilà 3 ans qu'il a renversé une dictature de 30 ans et doit faire face à une politisation de son armée qui se montre de plus en plus ambitieuse politiquement alors qu'elle répète à corps et à cri qu'elle n'a pas d'ambition politique. Pourtant, un régime militaire est toujours au pouvoir depuis cet ultime coup d'État du 17 septembre 1988. Il tient bon malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur lui. On a même assisté à des affrontements armés entre 2 corps des FADH. En effet, dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril 1989, les casernes des Salines, un peu plus de 800 hommes, et le corps des Léopards, 450 hommes, se rebellent contre le président haïtien, le général Prosper Avril. Défendu par la garde présidentielle, plus de 1000 hommes, dans un combat acharné. Haïti est au bord de la guerre civile. Jusqu'au 11 avril 1989,
la confusion sera totale dans la capitale haïtienne. Avril finit par avoir raison du coup de force initié par 3 colonels, Himmler Rébu, Philippe Biambi et Léonce Koualo. Décidément, Haïti a le don de rater sa transition démocratique. Sur le plan économique, comme le pensait Francis Fukuyama, c'est l'économie de marché qui est de mise. Avec le président Prosper Avril, c'est le triomphe de l'ultralibéralisme et de la suppression des barrières douanières. C'est pendant cette période qu'arrivent sur le marché haïtien des milliers de gammes de produits bon marché qui détruisent la production locale. Si bien que, dès le 1er août 1989, le gouvernement annonce les mauvaises nouvelles. La stagnation économique, le déficit de l'État, la rupture de l'aide étrangère. Mais Avril continue à bénéficier de tout le soutien des Américains. Des rumeurs disent que sa garde présidentielle aurait été aidée par des soldats américains noirs dans le plus grand secret. Les 3 colonels, Himmler Rébu, Philippe Biambi et Léonce Koualo, voient leur demande d'asile refusée aux États-Unis et doivent se rabattre sur le Venezuela, où ils arrivent le 22 juillet 1989. Et le paradigme de la fin de l'histoire et le triomphe du libéralisme peuvent-ils justifier le soutien américain à un régime qui passe un palier supplémentaire dans l'horreur et qui bientôt ne le cachera même plus? Les oppresseurs ne connaissent que la répression. Alors le régime d'Avril est le plus sauvage de la période post-soviétique. En témoignent les massacres de Labadie en juin 1989. Les arrestations d'opposants. Le régime n'hésite pas à exhiber les hommes cadavres qu'il vient de torturer. Comme ce fut le cas le 1er novembre 1989, de l'exposition devant les médias de 3 leaders politiques, Evans Paul, Marino Etienne et Jean-Auguste Mézieux. Les 3 sont accusés de complot pour renverser le gouvernement. Le régime est devenu tellement arrogant qu'il exhibe ces hommes cassés et leur permet de s'exprimer, d'expliquer par quelle expérience de torture et d'humiliation ils viennent de passer, sans doute pour dissuader les prochains subversifs. C'en est trop. Le pays est touché par cette scène digne de l'époque de François Duvalier. Le peuple se révolte. Les mouvements sociaux sont véhéments. La théologie de la libération se présente comme une alternative à cette vague d'ultralibéralisme que même les Duvalier avaient hésité à appliquer avec autant de ferveur. Alors que le président est en voyage à Taïwan du 5 au 15 janvier 1990, les manifestants réclament sa démission. Les secteurs démocratiques, qui ne voient pas la lumière d'une élection, se joignent au mouvement. De retour de Taïwan où une aide lui a été promise, le dictateur manipulateur de l'aéroport même se lance dans une véritable déclaration de guerre contre le peuple et le secteur démocratique. Il prend un certain nombre de mesures antidémocratiques. État de siège, répression à grande échelle, arrestation arbitraire, actes de torture et de barbarie. Bref, toute la panoplie de la grande dictature obscurantiste. L'oppression est telle que l'ambassadeur américain Alvin P. Adams, peut-être le plus ingérant de l'histoire de cette chancellerie, prend la parole publiquement pour dire que Prosper Avril n'a plus le soutien des États-Unis. La fin de l'histoire, qui s'annonce de plus en plus et qui sera bientôt mise dans un livre, est-elle compatible avec un régime comme celui de Namphy ou d'Avril? Alors, Avril doit partir. Même Alvin P. Adams est d'accord. Il sait que les contradictions fragilisent les positions. Mais le peuple a besoin de son carnaval, sa drogue naturelle, son opium moderne. Alors, il attend la consommation sans retenue des 3 jours gras, lundi, mardi et mercredi. Et à partir du jeudi, la contestation reprend de plus belle. Les manifestants déclarent « Prosper Avril ne verra pas le mois d'avril ». Alors, il est contraint à la démission le 10 mars 1990. Et le droit d'asile qui a été refusé aux 3 colonels qui ont voulu l'évincer lui a été accordé. Il s'installe dès lors aux États-Unis avec sa famille où il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Sur Haïti, Culture et Perspective,
nous constatons la grandeur d'âme du peuple haïtien qui n'a jamais eu besoin de loi d'amnistie pour pardonner tous ses bourreaux qui n'ont jamais été inquiétés et qui aujourd'hui encore, à l'image de Prosper Avril, sont invités sur les antennes de Radio Métropole pour parler de ses livres et de son expertise de l'armée. Mais jusque quand pourra-t-on faire avec l'impunité totale en Haïti? Quant à la suite des événements en cette année 1990, elle est historique. D'abord, une femme occupe le pouvoir pour la première fois de l'histoire. En effet, la première juge de la Cour de cassation, Madame Herta Pascal Trouillot, assure l'intérim comme le prévoit la Constitution de 1987. En cela, nous avons pris de l'avance à la fois sur les États-Unis et la France, deux pays qui n'ont jamais eu de femmes à la plus haute fonction de l'État. D'autant que dans un contexte compliqué et de testostérone maléfique, elle a servi ce pays avec beaucoup de dignité. Elle organise les élections du 16 décembre 1990 avec un certain succès. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette femme. Je suis curieux de connaître votre avis. Et l'année 1990 finit sur un événement majeur, un coup de tonnerre dans un ciel serein, un chambardement national, les premières élections libres de l'histoire. Mais l'homme qui arrive au pouvoir va changer le paysage politique haïtien à jamais. Polarisateur de génie, jamais un homme n'a inspiré autant de haine et d'amour au sein d'un même pays. Toute la période de la fin de l'histoire se fera avec lui comme principal acteur. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette période importante de notre histoire. J'espère que vous avez pu faire des liens entre le passé et le présent, mettre les choses en perspective. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne au sens large. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a osé parler de la fin de la culture.